Alors, est-ce que déjà, pour commencer, tu pourrais revenir sur les circonstances qui ont conduit à la création de la campagne d'accès aux médicaments essentiels à la CAM? Bon, c'est les circonstances de la fin des années 90. On commence à s'intéresser à ce sujet en 1996, à une époque où on réalise qu'on va manquer de médicaments, nous comme prescripteurs, dans toute une série de domaines essentiels. On va manquer de médicaments efficaces, bien évidemment. Il y a toujours des médicaments prescrits, hein, dans n'importe quelle situation. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont être efficaces. Et alors, ça touche en priorité ce déficit des maladies infectieuses. Par exemple, il n'y a rien de prévu pour la grande masse des patients atteints du VIH, ceux qui vivent en Afrique. Bon, à la fin des années 90, il n'y avait rien de prévu pour eux. Pour les formes multirésistantes de la tuberculose, il y avait un déni total de la gravité de la situation de la part de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Union de lutte contre les maladies, contre la tuberculose et les maladies pulmonaires. Quant au paludisme, qui est quand même une maladie commune, hein, par centaines de millions de cas chaque année, les médicaments qui étaient utilisés étaient devenus inefficaces puisque les parasites avaient développé des résistances. Sans parler de toute une série d'autres pathologies tropicales dans lesquelles c'était le désastre, hein. La méningite épidémique, le traitement antibiotique, le chloramphénicol huileux, le façonnier qui le produisait a décidé d'arrêter à cette époque-là. Donc on perdait le grand antibiotique de la réponse aux épidémies de méningite. Les laboratoires qui produisaient et distribuaient les maladies contre la maladie du sommeil, une pathologie parasitaire tropicale particulière, arrêtaient de les produire et de les distribuer. Donc par exemple, pendant un certain temps, avec notre établissement pharmaceutique de Bordeaux, dans le cadre de notre centrale logistique, on a été les distributeurs mondiaux des produits pour la prise en charge de la maladie du sommeil, et toute une série d'autres maladies tropicales, même encore un peu moins connues, étaient dans un marasme total. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de traitement efficace, il y avait souvent des traitements très toxiques. Dans la maladie du sommeil, c'était un dérivé de l'arsenic qui était utilisé, qui tuait entre 1 et 10% des patients qui recevaient le traitement, hein. Donc voilà, on était dans une situation catastrophique. Parce que du milieu des années 70 à la fin des années 90, il y a eu toute une série de changements qui ont conduit à l'abandon de la recherche pour les maladies infectieuses. Et parmi ces changements, il y a des phénomènes majeurs, comme la décolonisation, par ailleurs. Beaucoup du travail a été fait par les services coloniaux. Quand ces services coloniaux disparaissent, dans pratiquement tous les pays du Sud, il faut prendre le relais, développer des capacités à faire, etc. Et c'est pas aussi simple que ça. Et puis, c'est une époque aussi d'orientation néolibérale, où tout ce qui n'est pas rentable dans la vie d'une grande entreprise, un grand laboratoire pharmaceutique par exemple, passe à la poubelle au profit des secteurs dans lesquels les profits sont importants. On avait aussi cru que les maladies infectieuses étaient définitivement vaincues dans l'euphorie qui a suivi l'éradication de la variole en 1979-1980. Donc il y avait une pause comme ça, une pause d'activité de recherche et de développement qui faisait que, sur ces 25 ans, il y a eu très peu de développé pour les malades qui nous intéressaient et les maladies qui nous intéressaient. Qui, dans notre environnement à nous, les maladies infectieuses et les maladies de carence alimentaire, étaient vraiment un peu de chirurgie, et on a tout dit de la médecine humanitaire, hein. C'était vraiment le cœur de notre métier. Et on se retrouvait dans le rôle de médecin impuissant. Tu vas travailler au dispensaire ou à l'hôpital tous les jours, tu as ta bouche blanche, tu as ton stéthoscope, tu vois un cas de palu, tu n'en fais pas le diagnostic, tu n'avais pas de test rapide pour faire le diagnostic, tu avais des médicaments qui étaient en train de devenir complètement inefficaces pour le traitement,
Donc c'était un rituel médical. Tu avais bien la blouse blanche, tu avais bien le stéthoscope, tu faisais bien ton cinéma, mais toi, comme médecin, tu savais que tu n'étais pas en train de faire quelque chose de profitable aux malades. En tout cas. Donc voilà une situation qui, pour des raisons multifactorielles, était devenue tout à fait catastrophique. Le premier levier ou le premier ressort pour la CAM, c'est vraiment la recherche de traitements qui n'existent pas ou qui ne marchent Alors plus. on a essayé de comprendre, par un travail d'étude de notre part, comment on avait pu en arriver à cette situation. Alors on a identifié plusieurs mécanismes. Il y a évidemment le déficit de recherche pour certaines maladies qui ne semblent pas profitables pour les grands laboratoires. Mais il y a d'autres mécanismes. Il y avait le mécanisme tout simplement d'abandon de la production, comme cet antibiotique, le chloramphénicol huileux, pour la méningite épidémique ou les médicaments de la maladie du sommeil. Ils étaient abandonnés, quoi. Ils étaient en train de disparaître par abandon. Il y avait un autre mécanisme, c'est on a oublié les grandes multinationales de la pharmacie le nient aujourd'hui, mais dans les années 90, elles sont parties vers le prix unique mondial du médicament. Et une des premières batailles, c'est pour réobtenir des prix différenciés, c'est-à-dire que les prix soient ajustés aux revenus des pays. Donc on identifie toute une série de mécanismes. Il y a des mécanismes qui paraissent complètement anodins, mais qui sont absolument cruciaux en pratique pour se fournir en médicaments. C'est le fait que les médicaments soient enregistrés juridiquement par les institutions de tutelle, qu'ils soient distribués dans des bonnes conditions, c'est-à-dire qu'ils soient stockés à des conditions de température acceptables, ni trop froides ni trop chaudes, qu'il n'y ait pas de rupture d'approvisionnement. Pour certaines pathologies, c'est catastrophique, les ruptures d'approvisionnement. Donc ce qui fait la disponibilité d'un médicament pour le patient et pour le prescripteur, c'est quand même toute une série de très nombreuses conditions qui ont toute une dimension très pratique, comme pouvoir le dédouaner quand il arrive dans le pays. Nous sommes dans un domaine où de multiples paramètres entrent en jeu pour déterminer une situation. Dans ce contexte-là, quelles étaient en tout cas au départ les principales fonctions ou les principaux axes d'intervention finalement pour la CAM? La CAM, d'abord, elle dérangeait MSF parce que sa première action, c'était à l'intérieur de MSF en disant, par exemple, vous ne pouvez pas continuer à prescrire des médicaments complètement inefficaces contre le paludisme. Ça, il y va de notre responsabilité directe. Les gens de la CAM disaient qu'il y a des alternatives. Les combinaisons à base de dérivés de l'artémisinine. Elles ne posaient pas d'ailleurs de questions de brevet, parce qu'elles avaient été développées en Chine, donc et il y a très longtemps. Donc elles n'étaient pas protégées, ces dérivés de l'artémisinine, par des brevets. Mais il fallait pour l'Afrique subsaharienne changer les traitements, des protocoles nationaux pour la prise en charge des accès simples de paludisme, puisque la chloroquine, le Fansidar ne marchaient plus ou trop rarement. Et donc la première proposition de la CAN, c'est vis-à-vis de MSF, vis-à-vis des prescripteurs de MSF. Pareil pour le VIH. L'année 2000, les directeurs médicaux de MSF se réunissent et font une brochure sur le VIH dans laquelle ils inscrivent que le traitement contre le VIH ne sera pas possible en Afrique subsaharienne parce qu'on manque d'infrastructures, enfin le discours habituel. Donc il y avait une bataille dans MSF. Les gens de la CAM, dont je faisais partie, puisque j'étais un des membres du steering committee, du comité de pilotage de la CAM à ses débuts, on avait quand même une fonction de secouer un peu nos camarades de MSF pour qu'ils se mettent en marche pour prescrire des médicaments efficaces. Parce que MSF n'était pas non plus en marche pour prescrire des médicaments efficaces. Donc la première campagne, elle est interne. Avec des controverses, des disputes, c'est des choses
qu'on montre et qu'on explique un peu dans le livre Innovation médicale en situation humanitaire que nous avons coordonné, Claudine Vidal et moi. Donc voilà, la première activité, c'était celle-là. La deuxième activité, c'était une activité assez bête aussi, assez basique plutôt, d'approvisionnement. C'est-à-dire, la CAM cherchait à approvisionner les missions de terrain les antirétroviraux qui commençaient à être disponibles, les nouveaux médicaments contre le palu, des antibiotiques assez rares pour lutter contre les tuberculoses multirésistantes. Voilà, avec une activité pratique, c'est de faire parvenir ces produits aux mains des prescripteurs, dans les mains des prescripteurs sur le terrain. Mais tu veux dire, en dépit je sais pas, des réglementations ou de façon clandestine ou de façon officielle? Les deux. Okay. Hein, il y avait les premiers traitements contre le VIH, d'ailleurs, c'est à la fois perso et clandestin. C'est les collègues et amis malades, pour lesquels rien n'est prévu, où des petits réseaux se constituent pour approvisionner telle personne qui est sur le terrain, que ce soit membre du personnel national ou membre du personnel international. Voilà, l'équivalent de Buyers Club. Et puis après, on s'est mis à essayer d'obtenir les autorisations de prescrire à échelle de santé publique. Mais ça n'a pas été évident. Par exemple, le ministre de la Santé du Malawi, la première fois qu'on va le voir au début des années 2000 pour lui dire qu'on veut prescrire dans son pays, etc., dans le secteur public, sans demander de contrepartie financière, prescrire des antirétroviraux contre le VIH, il nous dit non. Et il nous dit, si vous en importez sans me le dire, je vous fous en prison. Donc on voit, alors le ministre avait ses idées, hein, c'était de commencer à l'échelle du pays, tous ensemble au même moment, de ne pas autoriser des expériences un peu plus précoces et avancées, ce qu'il a fini par accepter finalement historiquement. Mais au début, évidemment, il avait ses préoccupations d'établir un protocole à l'échelle nationale, donc il était assez réticent. Donc voilà, c'est ça, tous les obstacles qu'il a fallu franchir. Évidemment, le principal pour les antirétroviraux, c'était le traitement à plusieurs milliers de dollars par an et par patient, qui était le prix de vente de ces traitements. Donc on s'est employé à les faire baisser avec des amis génériqueurs, je dirais, CIPLA en l'occurrence. J'allais dire, il y a une troisième fonction, activité en tout cas de la CAM, qui est celle de jouer justement sur les mécanismes de concurrence ou de protection de la propriété intellectuelle pour faire baisser les prix justement sur le marché global, on va dire. Oui, tout à fait. Dans quelle mesure tu dirais que la campagne d'accès a participé à ce mouvement de baisse des prix? Jusqu'où ça a été un acteur principal, secondaire, un allié, un multiplicateur? Le problème, c'est de regarder ça en termes de causalité et de revendiquer la responsabilité etc. Moi, je l'ai étudié pour le VIH dans le livre, dans le cadre d'un article pour le livre que j'ai cité précédemment. Il y avait une situation historiquement favorable. Je vais donner quelques éléments. Les gens s'étaient endormis dans la lutte contre les maladies infectieuses, mais enfin, ils se réveillent. Par exemple, l'Académie de médecine aux USA, elle redit à quel point il faut s'occuper des maladies infectieuses. Mais même la CIA fait un rapport sur le sida en disant qu'il faut absolument s'occuper du sida. C'est une menace en termes de sécurité. Donc, je pourrais détailler le fait que le VIH soit ubiquitaire, c'est-à-dire présent partout dans le monde, toutes les classes sociales, etc. Tout ça, ça crée aussi une dynamique de mobilisation très favorable. Enfin, il y a un ensemble de facteurs sociétaux qui font qu'il y a une période favorable pour la lutte contre ce qui est dit par l'OMS comme étant les maladies réémergentes. Là, on parle de la dengue, par exemple, et de la tuberculose, et des maladies émergentes nouvelles. Là, on parle du VIH et, par exemple, du virus d'Ebola. Donc, il y a même un département spécial de l'OMS qui est créé au milieu des années 90 pour lutter contre ces maladies émergentes et réémergentes. Donc, il y a un contexte
favorable à la mobilisation. Et il y a des acteurs très mobilisés, je dirais, comme Actop, enfin certaines branches d'Actop, parce qu'ils ne sont pas tous sur la même position, qui jouent un rôle particulièrement dynamique pour poser les questions essentielles sur la place publique. Donc nous, on s'adjoint à ce mouvement, on y amène nos qualités propres, et la principale étant d'être une organisation de prescripteurs et d'avoir cette légitimité-là. Quand Bernard Pécoul, le directeur de la campagne, va au sommet de Seattle en 1999, à la fin de l'année 99, c'est ça qu'il dit. Il dit « nos malades ne meurent pas d'une infection. Ils meurent de l'absence d'accès aux médicaments qui pourraient les sauver et on n'a pas accès à ces médicaments parce qu'ils sont protégés par un système de brevets assez inique et dangereux pour la santé publique. » Donc voilà, c'est cette... Et alors les malades dont on parle, parce que c'est la différence avec la période actuelle, ils sont des centaines de millions derrière nous. Parce que quand on parle de palu, on parle de, certaines années, 500 millions de cas. Quand on parle du VIH, on parle de 30, 40 millions de personnes dans le monde. Même la tuberculose, même les tuberculoses résistantes, c'est quand même, on les chiffrait par centaines de milliers. Donc on avait vraiment une grosse masse de malades derrière nous qui attendaient traitement pour survivre, et nous, on était les prescripteurs de ces traitements. Donc on était dans cette situation-là de dire, moi je peux vous affirmer que mon malade, je sais de quoi il meurt, et il ne meurt pas d'une infection, là. Il meurt du fait que je ne peux pas avoir le médicament qui pourrait le sauver, et je ne peux pas lui prescrire. Et ça, la légitimité du médecin vis-à-vis de la société, au sens large, pas seulement des institutions, mais des membres de la société, les médecins avec un nom en plus comme Médecins sans frontières, qui est quand même une marque très connue et très crédible à la fin des années 90, on contribue. On contribue de manière significative. Mais évidemment, dans le cadre d'un mouvement social d'ensemble. Et un mouvement social, c'est intéressant, c'est un mouvement social globalisé, avec une mobilisation. Et là, la digitalisation de la communication joue un rôle énorme. Donc on voit Internet, l'Académie de médecine, la CIA qui le définit comme une question de sécurité publique, etc. etc. Un ensemble de conditions, les artistes qui sont mobilisés parce que très frappés, qui dans leur spectacle en parlent régulièrement, etc. Des films qui commencent à sortir. Même certains gouvernements, le gouvernement du Brésil par exemple, qui prend le problème à bras-le-corps. Tu as tout à fait raison. Un des premiers États qui enfonce une brèche, c'est les Brésiliens en 96, je pense, en votant une loi au Parlement en disant si les médicaments sont trop chers pour le VIH, on va en produire des copies génériques. Et ils commencent à produire des copies génériques de certains médicaments sous brevet en disant nous, santé publique oblige, chez nous, tous les patients vont recevoir sans contrepartie financière leurs antirétroviraux. Dans l'esprit de ce qui seront plus tard les licences obligatoires prévues par les accords de Doha. Et alors il y a d'autres gouvernements, le gouvernement kényan pousse dans la même direction, le gouvernement thaï ultranationaliste pousse dans la même direction. Donc il y a une alliance qui se noue entre certains États. Le mythe de l'indépendance de l'humanitaire prend un vieux coup dans l'aile là, parce qu'il y a vraiment une alliance avec certains États pour mener un combat en commun pour que des précisions intéressantes soient apportées au régime de propriété intellectuelle dans le commerce du médicament. C'est-à-dire, en pratique, est-ce qu'il peut y avoir des exceptions pour raisons de santé publique ? Donc à Doha, dans le cycle des discussions de l'Organisation mondiale du commerce, le cycle qui s'achève à Doha en 2001, je crois, il est précisé les exceptions pour raisons de santé publique, les exceptions au régime des brevets, pour le dire comme ça en termes populaires, pour raisons de santé publique. Et donc la porte est ouverte en cas de besoin aux États pour protéger leur population de phénomènes sanitaires très, très graves. Et donc la possibilité légale de le faire hors brevet. Donc voilà, c'est ça le contexte de l'époque. On pourrait rajouter beaucoup de choses, parce qu'effectivement, il s'est passé beaucoup de choses. Ce contexte-là, je dirais, il prévaut jusqu'au milieu des années 2000.
jusqu'à ce qu'on a appelé le scaling up dans le VIH. Depuis, je trouve qu'on est dans une autre... on est dans une situation différente. Hein. On est vraiment dans une situation différente. D'abord parce qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé. Si tu veux, les antirétroviraux sont passés de 10 000 $ par an par personne à 100 $ par an par personne. Donc des gros phénomènes. Le Fonds mondial pour approvisionner les pays qui ont des difficultés en médicaments contre la tuberculose, le sida et le paludisme est créé, avec des milliards, abondé avec des milliards. Il y a une résolution du G7 à Okinawa qui laisse entendre que ce fonds va être créé, mais il y a donc finalement la plateforme politique la plus puissante du monde se mobilise et annonce qu'elle va faire. Elle va faire en l'occurrence, et c'est pas resté lettre morte. Hein. Derrière, il y a tout à fait plusieurs mécanismes qui s'enclenchent. Mais alors aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation-là. D'abord parce qu'il s'est passé tout ça, et puis il s'est passé une autre chose fondamentale, c'est que les paramètres de la santé mondiale ont un peu évolué quand même, hein, en une génération, en 20-30 ans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu un mouvement vers la globalisation des causes de décès. C'est-à-dire avant, quand on parlait de causes de décès, on opposait des situations très différentes, situations au sud dans des pays pauvres et situations au nord dans des pays riches. Alors c'est vrai qu'encore aujourd'hui, dans les pays les plus pauvres, la majorité des habitants qui décèdent de pathologies infectieuses ou carentielles alimentaires, mais pour la moitié de leurs décès, ils sont déjà dans d'autres types de décès, les mêmes décès que chez nous. Les gens qui ont des maladies cardiovasculaires, qui ont un diabète, qui ont un cancer, l'accidentologie de la voie publique, du travail domestique, etc. Il y a quelques grandes causes qui se dégagent et qui sont en train de se mondialiser. Donc aujourd'hui, la situation de malade la plus commune, c'est d'être atteint d'une de ces maladies qu'on appelle maladies non transmissibles, hein, par opposition aux infections. Donc d'être atteint par un cancer, une insuffisance cardiaque, un diabète, et de ne pas trouver où acheter ces traitements à des prix acceptables et à une qualité garantie. Il y a une espèce de jungle du commerce du médicament. Quand tu es consommateur dans un pays, c'est très difficile de trouver des sources de qualité et des prix raisonnables. Et puis, une logistique de l'affaire qui soit sérieuse, parce que quand tu as un anticoagulant dont ta vie dépend, parce que sinon tu fais des emboles cardiaques qui montent au cerveau et qui te tuent finalement, tu ne peux pas te permettre d'interrompre pendant une semaine. Donc il faut que ta pharmacie elle soit approvisionnée régulièrement. Il faut que le produit soit enregistré dans le pays. Il y a toute une série de conditions qui font que le calvaire des patients aujourd'hui, ce n'est pas sur quelques maladies infectieuses où les problèmes se sont plutôt réglés, ont plutôt avancé, bien qu'il faut rester mobilisé et vigilant. Mais il y a eu quand même un grand bond en avant, pour reprendre une expression chinoise. Alors que pour les maladies non transmissibles, hein, encore une fois, les maladies cardiovasculaires, les cancers, les diabètes, les accidents et quelques autres groupes de pathologies, là, il n'y a pas grand-chose qu'à bouger. Les médicaments circulent en masse, mais je dirais c'est surtout les mauvais médicaments qui circulent le mieux. Et dans des pays comme le Cambodge, par exemple, pour la population, c'est difficile de comprendre où acheter un bon médicament contre la malaria, parce que sur le marché cambodgien, la moitié ou les trois quarts des médicaments qui sont vendus contre le paludisme sont de très mauvaise qualité, créent le risque d'engendrer des échecs thérapeutiques mortels, des résistances pour l'avenir du produit à cette molécule auquel il a été exposé de manière sous-dosée pour la molécule en question. Donc voilà, même dans le domaine des maladies infectieuses, c'est ce grand bordel finalement du marché du médicament qui profite à certains, hein, c'est clair. Hein.
il est très difficile pour le consommateur. Je suggère à la campagne d'aujourd'hui de s'intéresser un peu à ça. C'est-à-dire pas d'arrêter les maladies infectieuses, la propriété intellectuelle, etc., mais de s'intéresser un peu aux maladies non transmissibles et aux conditions d'accès des patients au traitement de ces maladies. Parce qu'il me semble que quand on regarde autour de soi, quand on parle avec des gens qui sont dans des pays où il n'y a pas la chance d'avoir une bonne assurance maladie couvrante pour l'ensemble de la population, parce qu'on parle de propriété intellectuelle, de prix, de conditions de production, mais il ne faudrait pas parler d'assurance, parce que la meilleure protection contre le mauvais médicament, c'est le remboursement par une assurance maladie qui les sélectionne et qui ne rembourse pas les mauvais médicaments. Donc avec une incitation très forte à consommer du bon médicament. Je pense qu'en France, si on n'a pas trop de problèmes, on a encore des problèmes de consommation médicamenteuse. L'affaire du Mediator et d'autres l'ont montré, ou de la dépakine chez les neuroleptiques, chez les épileptiques l'ont bien montré. Mais si ce n'est pas catastrophique comme dans d'autres pays, c'est parce qu'on a d'abord une assurance maladie très cohérente dans sa gestion de la pharmacie, de sa pharmacie. Et qu'il devient de plus en plus, parce qu'elle n'a pas toujours été cohérente. Mais elle s'améliore quand même. L'argument des multinationales de la pharmacie pour fixer le prix des médicaments, des nouveaux médicaments, il a changé. Au début, il nous parlait du prix très élevé de la recherche et du développement de médicaments. Alors du coup, on s'est mis à étudier ça avec des gens de l'industrie pharmaceutique, des défecteurs, si on peut dire, des traîtres, parce qu'il y avait quand même dans l'industrie pharmaceutique des gens qui étaient assez choqués par tout ça. Et nous, on était complètement néophytes. Le coût marginal de production, d'abord, on ne savait pas ce que c'était et on ne savait pas son importance dans le secteur du médicament. Et on a réalisé pour la première fois, alors qu'on était des gros consommateurs, que le coût de production dépasse rarement 2% du prix de vente dans le domaine du médicament. Donc on a vu qu'il y avait vraiment de la marge pour jouer sur les prix différenciés. Et entre-temps, comme l'argument de la recherche, et du coût de la recherche pour sortir un nouveau traitement, fonctionnait de plus en plus mal, puisqu'il était... on lui opposait des enquêtes et des analystes faites par des organismes indépendants qui montraient que c'était beaucoup moins cher que ce que disaient les multinationales de la pharmacie. Donc il y a eu aussi une question qui s'est installée petit à petit dans les pays riches, c'est est-ce qu'on doit payer aussi cher, même si on est riche? Et est-ce qu'on doit appauvrir l'assurance maladie en payant à ces niveaux-là? Alors entre-temps, les laboratoires, les multinationales de la pharmacie sont arrivés avec des nouveaux produits dont ils ne justifiaient pas le prix par le coût de la recherche, mais par l'économie future faite une fois les malades guéris de leur maladie. C'est-à-dire, par exemple, pour une hépatite C, ils disent, bon, si on continuait à prendre ce monsieur qui a une hépatite C en charge pendant toute sa durée de vie restante, il nous coûterait quelques centaines de milliers d'euros au total. Donc si je vends le traitement qui va le guérir définitivement et nous éviter cette dépense, si je le vends que 100 000 euros, ça vous paraît cher, mais en réalité, vous, le système de soins, et en particulier le système public de soins, vous faites une bonne affaire économique. C'est moins cher qu'une greffe de foie. Voilà. Sauf que là, comme dans l'époque précédente sur le coût de la recherche, tout ça, c'est au pif, annoncé dans des campagnes de com, etc. Mais pour l'instant, c'est un argument logique, qui a sa rationalité propre, mais il n'est pas précisé par des données empiriques réelles. Donc ça reste un argument très spéculatif qui est mis en scène comme si c'était une vérité établie. Si tu veux. Mais c'est vrai que ça soulève la question de qu'est-ce qu'un prix juste, finalement. Qu'est-ce qu'un prix juste, si je me fais, l'avocat du diable de la campagne d'accès ou d'autres, on pourrait dire que le prix juste, c'est celui qui garantit un accès universel. Alors, c'est intéressant parce que de quoi est fait le coût de l'accès à un traitement? Il n'est pas fait de coût de médicaments. C'est-à-dire même dans un service très sophistiqué dans lequel on fait beaucoup d'imagerie, beaucoup d'examens de laboratoire, où on prescrit beaucoup de matériel médical et beaucoup de médicaments,
c'est-à-dire le service de réanimation dans lequel je travaillais quand j'étais jeune médecin, eh bien, la patronne, Madame Bismuth, nous disait toujours le prix de tout ça, hein, l'imagerie, le labo et les médicaments, ça ne dépasse pas 17% du prix de journée. Donc, dans le coût d'une action de santé, l'action de santé, c'est un service. Le service, c'est le coût du personnel. La qualité du service, c'est le fait d'avoir bien traité ou maltraité son personnel. Donc, il n'y a pas grand mystère. Le prix des médicaments est rarement le facteur le plus limitant dans une action de santé. Dans une action de santé, le facteur le plus limitant économiquement, ce sont les coûts de personnel. Si on va voir, par exemple, comment s'éclate le budget d'un hôpital ici, à quelques centaines de mètres d'ici, au cœur de Paris, on va voir que 70 à 75%, suivant les activités de l'hôpital, de la dépense est faite de salaire. Donc, quel est le juste prix du médicament? En tout cas, il est par définition petit. Mais ça fonctionne dans les deux sens. Il ne peut pas être très gros, mais il ne peut pas être très petit non plus. Il faut qu'il ait sa part. Il faut que les producteurs puissent se rémunérer. Il y a quelques années, les lobbies progressistes sur la tuberculose avaient tellement mis les producteurs de médicaments antituberculeux sous pression qu'ils sont revenus vers les acheteurs en disant bon, si vous voulez de la merde, vous allez avoir de la merde, parce que là, vous nous obligez à faire de la basse qualité avec les prix d'appel que vous nous fixez. Donc, il faut faire attention au prix du médicament dans les deux sens. On est, à tort ou à raison, dans une société de marché, donc il ne faut pas assécher les incitations à produire. Et puis il ne faut pas que le prix devienne bloquant pour le programme de santé en question. Donc on navigue entre les deux de manière négociée. Contrairement à la campagne d'il y a 20 ans, la campagne d'aujourd'hui, elle n'est pas capable d'annoncer une pénurie dramatique dans aucun domaine. Dans quel domaine J'ai épluché le site de la campagne. Je n'ai trouvé aucun exemple de pénurie dramatique. C'est-à-dire qu'ils ont très peu de malades derrière eux. Si tu veux. Je pense qu'effectivement, pareil, hein, je me fais l'avocat du diable, mais dans le domaine de la TB résistante, sans doute tu aurais peut-être un réservoir, ou peut-être le rationnement des nouveaux médicaments sur l'hépatite C serait de bons exemples. Après, ce n'est pas des pénuries absolues, c'est du rationnement, c'est vrai. Mais c'est du rationnement temporaire. C'est du rationnement temporaire. Là, sur la temporalité, j'ajouterais que la globalisation aidant, autre effet, moi, quand j'ai débuté ma carrière, on attendait 20 ans, les médecins tropicalistes comme moi, pour avoir les nouveautés pharmaceutiques. Aujourd'hui, on attend 4-5 ans. Et il y a un très bel exemple sur le site web de la campagne. On nous montre une dame sud-africaine qui n'a pas pu recevoir un traitement contre une forme particulière de cancer du sein. Et elle est morte de cette forme particulière de cancer du sein. Mais il faut savoir que MSF n'a jamais traité un cancer en Afrique du Sud, donc on n'est pas prêt à prescrire, ou ailleurs. Hein, il y a très peu de prescripteurs. Et que ce médicament-là, cette dame n'a pas pu se payer, son autorisation de mise sur le marché date de 2000, de l'année 2000. Donc on est à 2019, donc dans un an, il sera libre de droit, si je puis dire. Bon, alors, le labo va s'employer à restreindre cette situation. Mais le monopole est garanti pour 20 ans, pas plus. Il peut y avoir des exceptions. Donc l'an prochain, on peut susciter des productions génériques de ce médicament. C'est le grand exemple horrible que nous met la campagne sous les yeux. Il y a un autre grand exemple très effrayant que nous met la campagne sous les yeux, c'est celui des bactéries multirésistantes. Alors, c'est un vrai problème dans les hôpitaux. Il y a une contrainte née de l'hôpital. Et dans l'hôpital est une usine à produire des mauvaises bactéries, hein, des bactéries très, 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 très méchantes. Donc, on le sait. Elles sont très méchantes parce qu'elles résistent à presque tous les antibiotiques. Donc, on sait qu'on a à sortir des nouveaux antibiotiques régulièrement. Ça, c'est une des règles en infectiologie. Les virus résistent aux antiviraux, les parasites aux antiparasitaires, les bactéries aux antibactériens. Donc,
Il n'y a rien d'anormal à devoir développer des nouveaux antibiotiques, et je pense qu'on va y arriver. Et en attendant, on a quelques cas à droite à gauche, mais on n'a pas une épidémie majeure de ce phénomène. Il faut s'en préoccuper, c'est un phénomène sérieux. Il faut justement se mobiliser maintenant pour éviter qu'il ne devienne plus grave. Mais aujourd'hui, si je dois emmener un journaliste voir le scandale que je veux dénoncer, je ne sais pas où l'emmener dans un... Il n'y a rien de visuel, comme dit l'autre, si tu veux. Et moi, je veux bien aussi reprendre l'exemple de l'hépatite C, qui me paraît aussi un exemple un peu faible. D'abord, l'hépatite C, c'est une maladie créée par la médecine. Hein, c'est une maladie iatrogène. C'est une maladie qu'on attrape parce que les personnes qui vous ont prodigué les soins l'ont fait de manière peu protégée ou pas suffisamment protégée, sans contrôle infectieux. Et donc, même les Chinois qui l'ont massivement transfusé à une partie de leurs malades ont fini par comprendre que il fallait durcir les procédures de contrôle des infections dans les circonstances de soins. Donc, c'est une maladie qui n'a pas d'avenir, ou un avenir très limité. Donc c'est bien de s'en préoccuper, on a beaucoup d'amis qui sont morts de l'hépatite C, vraiment c'est merveilleux aujourd'hui de voir qu'on peut guérir définitivement la maladie en quelques semaines, c'est une source d'émerveillement. On pense que grâce au coup de boutoir qu'a donné l'État égyptien, parce que suite à des grandes campagnes de vaccination contre la schistosomiase, une maladie parasitaire qu'on attrape dans les rivières, à l'occasion de ces grandes campagne de vaccination par un pistolet vaccinateur, cette maladie, l'hépatite C, a été transmise à un segment très important de la société égyptienne. Dans d'autres pays aussi, mais c'est quand même en Égypte qu'on a le foyer le plus massif. Évidemment, l'État égyptien et les sociétés égyptiennes privées ont fait un peu comme ont fait les Brésiliens avec le VIH. Ils se sont organisés pour pouvoir traiter leurs malades. Donc, c'est pour ça que nous, on arrive à traiter les nôtres aussi. Donc on va se battre pour une baisse des prix, pour un accès plus facilité. Et le temps aidant, on va obtenir satisfaction. Mais on n'a pas non plus des dizaines et des dizaines de programmes de lutte contre l'hépatite C. Moi, dans la section française, j'en connais un au Cambodge, un seul, si tu veux. Donc, avant de hurler à la pénurie, il faut quand même déployer des activités. Et alors que par exemple, par comparaison, le VIH qui nous a servi de locomotive précédente, là on avait des dizaines et des dizaines. Avant de prescrire les antirétroviraux, on avait 40 projets, tout le groupe MSF, 40 projets de terrain de lutte contre le VIH déjà. Ce n'est pas du tout le cas avec l'hépatite C. L'hépatite C est une maladie très intéressante sur le plan scientifique et social, mais elle ne va pas avoir cette puissance-là de... Finalement, sur ce site web de la campagne, l'exemple que j'ai trouvé le plus intéressant et le plus motivant et le plus clair, c'est celui des morsures de serpents, des venins. Ça, là, il y a une utilité assez évidente. Il n'y avait personne qui s'en occupait. On n'a plus les locomotives qu'on avait avant. Si on veut reprendre des maladies locomotives qui sont capables de tirer le train de l'accès vers l'avant, ces maladies locomotives-là, elles sont dans le groupe des maladies non transmissibles. C'est plutôt autour du cancer, probablement. Et là, moi, je suis partisan de m'intéresser au cancer, parce que quand on voit que, par exemple, à Paris, si une dame a un cancer du sein, elle a 80, 90, 95% de probabilité de survie, suivant le type du cancer, à Bamako, c'est exactement l'inverse. La même femme à Bamako, elle a 90% ou 99% de probabilité de décès de son cancer et dans des circonstances assez horribles. Donc là, il y a vraiment une inégalité radicale, quoi. Et qui est due notamment à un manque aussi d'accès au traitement, pour le coup. Voilà, et c'est cette inégalité radicale qui nous avait servi au début de la campagne. C'est-à-dire, on disait, nous, pour les maladies qui nous concernent, les maladies infectieuses, il n'y a plus rien. Vous, pour toutes vos maladies, vous faites des copies de médicaments, vous avez 10, 15, 20, 30 parfois médicaments commerciaux
là où nous, on n'en a pas un seul. Donc je pense que la vitalité de la campagne, pour moi, c'est deux choses. C'est d'être sur une inégalité radicale, et l'expliquer comme ça, et d'être capable de réaliser des transgressions fortes derrière pour essayer de combler l'écart. Qu'est-ce que j'appelle des transgressions fortes ? Par exemple, quand à la fin des années 90, au début des années 2000, on parlait de prescrire des antirétroviraux dans le monde rural subsaharien, même la moitié de nos propres collègues nous traitaient de dingues, si tu veux, parce que c'est une forme de transgression, c'est-à-dire d'utiliser le meilleur de la science dans des circonstances les plus pauvres. On ne pense pas que dans un dispensaire pourri du Malawi, on va pouvoir faire de la bonne médecine contre le VIH. D'ailleurs, personne ne le pensait. Je me souviens en 2005, être allé voir ces infirmières des dispensaires périphériques du district de Chirezulu, pas toutes, mais une partie d'entre elles, dans leur dispensaire. Quand on leur disait qu'elles allaient prescrire des antirétroviraux, elles nous traitaient de fous. En tant qu'infirmières, en plus, elles disaient ces médecins, ils veulent nous refiler toute la responsabilité, et puis eux, ils vont être tranquilles, s'il y a un accident, ça sera de notre faute, etc. etc. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Et ça, c'est une transgression. C'est-à-dire, cette transgression-là, elle n'est pas mineure. À la même époque, à Paris, un médecin généraliste n'avait pas le droit de prescrire des antirétroviraux. C'était réservé aux grands spécialistes. Nous, on faisait prescrire des infirmières. Donc, c'est des transgressions comme ça qui permettent d'avancer et qui permettent une mobilisation intéressante. Et ce que j'entends aussi, c'est que tu dis que c'est à partir de cohortes concrètes de patients en manque de traitement qu'on peut construire des campagnes, alors qu'on pourrait reprocher à la campagne parfois de vouloir changer le système en tant que tel. Tu as raison, la cohorte de patients, je ne la vois pas là. Si tu veux, les tentatives de changer le système qui sont certaines plutôt intéressantes, d'autres me semblent un peu illusoires. D'ailleurs, ils ont abandonné un peu, ils mettent plus tellement en avant l'histoire de traités pour lesquels ils se sont battus pendant des années. C'est-à-dire que l'ensemble des États du monde, ou la grande majorité des États du monde, s'entendent à l'avance pour que tout nouveau produit de santé intéressant soit collectivisé. Une sorte de communisme pharmaceutique mondial pour les bons produits de santé. Je ne pense pas que le monde soit prêt à ça aujourd'hui. Je pense que le capitalisme est encore assez vivant et qu'il va s'opposer à ça, quoi. Ce qui d'ailleurs, pour revenir, tu citais tout à l'heure les raisons qui poussent des laboratoires ou des États à promouvoir la recherche, et tu mentionnais les raisons sécuritaires, par exemple, qui ont justifié la recherche contre le VIH, ou plus récemment contre Ebola. Voilà. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas un exemple aussi à tirer du fait que si on veut stimuler la recherche de nouveaux médicaments, il vaut mieux trouver des façons alternatives et indépendantes de faire des médicaments, comme le DNDi par exemple l'a fait, plutôt qu'essayer de dépendre du bon vouloir des laboratoires. Les deux, c'est les deux. Il faut attaquer à chaque dossier spécifique, il y a des approches tactiques qui lui conviennent mieux que d'autres. Dans certains cas, je ne sais pas, par exemple, attaquer frontalement les laboratoires qui ont produit le vaccin sur le pneumocoque, ce n'est pas une mauvaise idée. On a pu mesurer notre puissance. C'est-à-dire à 5 $ la dose, on est moyennement puissant, je dirais, si tu veux, parce que c'est trop élevé pour un usage massif en santé publique. 5 $ la dose. Donc par contre, quand on partait de 15-20 $ la dose, on a quand même obtenu une réduction. Mais une réduction qui ne fait pas l'affaire, quoi. Elle ne nous permet pas un usage commun, fréquent du vaccin, de ce bon vaccin contre le pneumocoque. Mais il faut se dire que, de toute façon, il y a un moment où les brevets qui sont à la source de ce vaccin vont tomber, quoi. Vont tomber avec le temps. La montre joue en faveur de l'accès. La montre joue en faveur de l'accès, absolument. Par rapport au rôle que la CAM peut jouer en termes d'accès, sans vouloir changer le système, il y a peut-être un rôle encore à jouer dans les façons d'encourager la transparence des prix, ou en tout cas lever l'opacité qu'il y a souvent en matière de prix entre un pays et l'autre, la façon dont les prix sont négociés, déjà fixés, puis négociés par chaque État. Est-ce qu'il n'y a pas un rôle là-dedans qui est déconnecté de toute cohorte de patients, qui est systémique,
mais qui a quand même une utilité. Bon, ça a une utilité, mais c'est porteur d'illusions, parce que bon, le secret commercial, ça existe. Hein. On ne va pas passer d'un régime où le secret industriel, le secret commercial, le secret bancaire existe, à un régime où ça a disparu. Donc si le médicament fait exception. Oui, mais pourquoi le médicament ferait exception? Pourquoi les produits pour l'éducation ne feraient pas exception? Pourquoi le transport ne ferait pas exception? Pour une société, il y a des choses beaucoup plus utiles que le médicament. Donc ces choses plus utiles devraient d'abord faire exception. Réclamer un registre d'exception seulement pour le médicament, je trouve que c'est un argument un peu faible. Et puis je trouve qu'il y a encore plus simple à faire. C'est-à-dire qu'en matière de transparence, MSF pourrait décider d'être transparente elle-même sur ses achats de médicaments. C'est-à-dire à quel prix elle les achète, à quel fournisseur. Et cette transparence pourrait permettre à d'autres de copier, de contacter les mêmes fournisseurs et d'essayer d'avoir des prix intéressants, des voies d'approvisionnement stables, etc. C'est un rôle que MSF a joué avec les antirétroviraux, avec un rapport qui sortait tous les 2-3 ans qui s'appelait Untangling the Web. Voilà, moi je veux bien réclamer des autres qui soient transparents, mais je pense qu'il faut quand même peut-être commencer par soi-même avant de le réclamer. Aujourd'hui, dans ces domaines-là, MSF ne sont pas transparents. Donc si on demande aux autres de s'afficher, d'afficher leurs pratiques, commençons par afficher les nôtres. Si tu veux. Et en plus, ça aurait un intérêt, parce que si en plus on fait un peu de discussion avec les fournisseurs de médicaments et qu'on cherche à comprendre s'il y a forcément une partie d'entre eux qui vont être intéressés par le commerce de détail, si tu veux, de petites doses. D'ailleurs, dans le commerce illégal de médicaments, le commerce de détail, il est majeur. Hein. Il est majeur. Donc, ça pourrait constituer des sources. Moi, par provocation, quand j'en discute avec mes collègues qui me demandent ce dont je rêve, je dis d'un Amazon du médicament, c'est-à-dire que pour les médicaments qui sont sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS, eh bien, qu'ils puissent circuler librement, parce que finalement, ils ne circulent pas librement. Ne circulent librement que les mauvais médicaments. Donc il faut s'employer à faire circuler librement auprès de consommateurs informés les médicaments. Et puis j'y reviens, de toute façon, ça me semble, et ça, c'est des discussions de début de la campagne avec Rahman Velasquez, un activiste sud-américain qui a beaucoup fait pour ces questions. Rahman Velasquez, quand il parle de ça, il parle toujours des deux, l'accès aux médicaments et de l'assurance maladie. C'est-à-dire l'un ne va pas sans l'autre. Moi, je pense qu'on ne peut pas résoudre ces problèmes-là sans assurance maladie. Et, alors il y a des pays qui essayent, je ne sais pas, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Le Sénégal, je pense qu'ils ont fait la couverture maladie universelle, avec les moyens qu'ils ont, etc. Mais il me semble qu'il ne faut pas avoir le problème de manière trop segmentée. Moi, je suis un peu... je m'inquiète un peu d'entendre jamais MSF parler de l'assurance maladie quand il parle de ça. Parce que c'est vraiment l'autre pilier. Il y a deux piliers, l'accès aux médicaments de bonne qualité à des prix raisonnables, et puis leur remboursement, leur financement par l'assurance maladie.